Bonjour à toutes les personnes qui sont dans la salle et les personnes en ligne. Cette session consacrée au 5 doux et au 5 months, quand on débute avec Power BI, on va commencer par hop, dans le sens. Remercier nos sponsors pour nous accueillir et pour avoir fait en sorte que l'organisation de cet événement soit réussie. Donc, on remercie GSF, Monaco Digital, Aéro et Inetom. On va commencer par les présentations. Oui, bonjour à tous, je m'appelle Christine, je suis consultante data, je travaille chez Exakis Limits, qui a plusieurs agences en France, et moi je suis basée sur l'agence d'Aix-en-Provence. Et j'ai beaucoup de chance parce que je travaille le quotidien avec Joël. Ça se présentait. Et donc, comme vous avez deviné, je travaille également à l'agence d'Aix-en-Provence, d'Exakis Limits avec Christine. Je suis référent data IA, je suis MVP Data Platform depuis 5 ans déjà. Et je participe activement en tant qu'organisateur et en tant que speaker aux communautés Club Power BI en local sur Aix et Marseille, ainsi qu'à la communauté Azure et DevOps Aix-en-Provence. Pour commencer cette session, on va planter un petit peu le décor. Ce qu'on a voulu avec Christine, c'est faire une session vraiment axée sur les débutants ou les personnes qui ont besoin d'utiliser Power BI dans le cadre de leur métier, qui ne sont pas des personnes techniques. On s'est dit qu'on allait quand même parler de certains éléments de Power BI et que peut-être on aurait des personnes en ligne ou ici qui ne connaîtraient pas du tout, qui auraient à peine, qui sauraient ce qu'est Power BI, mais qui ne connaîtraient pas les différents éléments de l'interface du Power BI Desktop ou du service. Donc, on va vous faire en très très bref une très très rapide introduction à quelques éléments dont on va reparler un petit peu plus tard. Donc, pour accrocher les wagons, le cœur de Power BI, quand on démarre, c'est le téléchargement de l'outil Power BI Desktop, qui va nous permettre de se connecter à des sources de données, qui va nous permettre de construire un jeu de données, ensuite de construire un rapport. Le point d'entrée, c'est le bouton en haut à gauche qui s'appelle Obtenir les données, qui permet de se connecter à des sources de données. Très souvent, quand on débute, on connaît le point d'entrée, mais quand on revient sur son rapport, on ne sait plus comment revenir sur la partie transformation et préparation des données. Donc, on va vous donner l'astuce. C'est le bouton de transformer les données qui permet de basculer de cette vue que vous avez dans Power BI à la vue suivante, un écran à part qui s'appelle l'éditeur Power Query. C'est un peu ce que j'appelle l'antichambre de votre rapport. Vous allez commencer à faire de la préparation de données. Vous allez définir, faire des requêtes sur des sources de données. Chacune des requêtes, vous allez définir un certain nombre de transformations que vous allez trouver dans les menus. Vous pouvez changer les types, vous pouvez supprimer les colonnes, changer les colonnes, créer des colonnes index, créer des choses un petit peu plus évoluées d'ailleurs, avec un langage de script. Mais globalement, au démarrage, 99% des choses se font par l'interface. Et côté étapes appliquées, les étapes appliquées, elles vont se créer au fur et à mesure. C'est un petit peu comme une macro Excel. Chaque fois que vous avez une actualisation des données, c'est les étapes qui vont s'appliquer les unes après les autres. Une fois que vous avez fait cette grosse partie préparation de données, vous revenez dans l'interface principale. Vous avez essentiellement 3 vues. Une vue rapport qui est bien connue, parce que c'est la première vue, c'est là où vous allez construire vos visuels. C'est la vue sur laquelle vous avez peut-être moins besoin d'être aidé pour construire les visuels, c'est assez intuitif. Une vue donnée dans laquelle vous allez voir les données qui sont chargées. Et une vue un petit peu particulière qui perturbe un petit peu les gens, c'est la vue modèle où vont être définies les relations entre les différentes tables. J'en reviendrai dans le cadre de la présentation. Voilà, ça c'était pour vous faire un rapide aperçu des différents éléments dont on va vous parler. Et donc on va commencer, je vais te laisser la parole et la zappette, pour commencer par les 5 premiers i. Oui, juste pour préciser, aller dans le même sens que j'ai dit tout à l'heure, il y a peut-être des points sur lesquels ce ne sera pas très concret pour la tête de certains débutants, mais c'est important quand même pour nous de les aborder parce qu'on estime que ça fait partie des points essentiels. Et même si ce n'est pas totalement limpide de mon ça sera peut-être quand vous allez rencontrer des problèmes, et au moins ça popera quand vous vous retrouverez dans la situation. Le premier point que je voulais aborder, c'était l'organisation, et là j'ai mis exprès des images un peu poussé à l'extrême, parce que bien sûr, bien évidemment, personne ne va me dire c'est comme ça suivant. Ce que je cherchais à exprimer, en fait, c'était qu'on peut rapidement
en fait, arriver à tomber dans le premier écueil qui est de ne pas être assez organisé dans les différents éléments Power BI. Et en fait, au fur et à mesure, on va empiler. Et on va arriver à une situation, en fait, où on ne va pas pouvoir rattraper la situation, justement. Il va falloir tout recommencer depuis le début. Je ne sais pas si ça se sent, mais en fait, c'est des situations qui ont été vécues. Voilà, c'est parce qu'on se dit qu'au départ, on va nouer les choses par test, par des dénominations un peu faciles. Et en fait, on va empiler comme ça des petites couches d'erreurs et des choses qui, dans le temps, ne sont pas durables, sont difficiles à maintenir pour soi, pour le soi du futur et aussi pour ses collaborateurs qui pourraient être amenés à travailler sur le projet. Et en fait, plus on va prendre des réflexes de bonne organisation dès le départ, plus les choses vont être rangées, organisées, bien nommées, et bien c'est plus du temps qui va être de gagner pour soi et pour les autres par la suite. En fait, être bien organisé dans un projet Power BI, c'est comme faire des bonnes fondations pour sa maison. C'est qu'on fait en sorte, en fait, de gagner du temps par la suite. Cette histoire d'organisation, en fait, ça arrive sur plusieurs pans du projet. Le premier, c'est bien nommer ces éléments, et ça, il y a plusieurs strates en réalité. On va commencer par le fichier source. Vous allez me dire, c'est un peu basique, le fichier source, comment je le nomme, mais en fait, chez des clients, même chez des personnes que j'ai eu l'occasion de former, vous ne pouvez pas savoir le nombre de projets qui s'appellent rapport Power BI, en fait. Et en fait, il faut être plus précis que ça, de quoi ça parle, ne pas mettre du test, du V0, du bit, etc. C'est vraiment, en fait, essayer de réfléchir qu'est-ce qui aurait le plus de sens, voire même imaginer une grammaire, même si ça vous paraît complètement prématuré dans le projet, et que vous voulez juste faire 2-3 visuels sur un fichier Excel parce que vous êtes pressé de voir ce que vont dégager vos données et quelle tendance vous allez pouvoir retirer. Prenez quand même du temps, en fait, sur comment vous allez construire les choses et comment les choses vont être nommées. Donc, le premier, c'est le fichier source. Le deuxième, Joël l'a un peu évoqué, on va travailler sur tout un système de requêtes, la requête étant le nom que l'on donne à ce qui va donner naissance à une future table dans la modélisation. Ben là, c'est pareil, en fait. La requête, par défaut, elle va prendre le nom du fichier que vous allez importer, enfin, de l'entête des datas que vous allez charger. Ne laissez jamais un nom par défaut, parce que déjà, il n'est pas toujours explicite. Et c'est surtout qu'en fonction des sources, ils vont être complètement différents. Et à la fin, on termine avec un pêle-mêle qui n'a vraiment plus de sens. Alors que si, pareil, là, on revient sur une sorte de grammaire, en se disant peut-être avec des trigrammes, de savoir quelle est la source d'origine, le délai de temps que reprocesse ces données, des choses comme ça. Il y a tout un tas de grammaires possibles. On peut trouver tout ça sur Internet, je pense, avec des astuces pour pouvoir les construire. Ben, c'est autant d'organisation de fait et des choses qui sont beaucoup plus claires parce que souvent au départ, quand on démarre, on a 3 requêtes qui sont après. Et vous allez voir qu'après, plus vous allez avancer et plus vous allez maîtriser l'outil et plus vous allez rajouter des requêtes et se retrouver avec des rapports qui ont 10, 20, 30 tables. Et là, après, ça va être plus complexe de s'y retrouver. Bien sûr, dans Power BI, il y en a toujours plusieurs chemins pour faire la même action. Pour nommer une requête, soit on peut le faire via le panneau de paramètres des requêtes sur la droite, soit on double-clic, soit carrément on clique droit sur le nom de requête. C'est des choses qui sont assez faciles à faire et que je vous conseille de faire tout de suite. Voilà, pour que les requêtes elles aient du sens. Là, ce que je vous ai mis sur la droite, c'était chez un client, j'avais croisé ça et je trouvais ça assez intéressant. Il me mettait entre crochets en début de dénomination de la table, si c'était une table de dimension ou une table de fait, et si c'était ou même une table de paramètres. Bon, je ne suis pas sûre qu'on ait le temps d'aborder cette dimension-là, mais en tout cas, dès la racine, il précisait sur l'utilisation qu'elle avait faite de la table, parce que je trouvais plutôt astucieux. Donc, c'est une manière de faire parmi tant d'autres. Une chose qui est aussi intéressante à renommer, ce sont les étapes de la requête. Donc, ça correspond à toutes les étapes qu'évoquait Joël sur le traitement que je vais apporter sur nos données. Donc, ça va être, je vais me débarrasser des colonnes, je vais les typer, je vais splitter des colonnes, rajouter des informations, etc. Et en fait, dans le panneau de droite, Power BI, il liste les actions les unes après les autres de manière historique, en fait. Enfin, il y a une notion de chronologie. Et en fait, la plupart des étapes vont me donner l'outil donne des noms par défaut. Ce qui fait que j'ai des choses qui ne sont pas toujours très explicites. Et c'est surtout que je vais avoir 2 fois les mêmes étapes. Si c'est des choses que je refais plusieurs fois dans le traitement de ma donnée, et bien j'ai des étapes qui vont porter exactement le même nom sans savoir ce qui se cache derrière. Donc là, typiquement, sur la partie de gauche, vous voyez que j'ai créé une colonne, elle s'appelle personnaliser, ajouter, ce qui n'est quand même pas très clair, alors que si je la renomme et que je marque combinaison pays-région, tout de suite, que ça soit pour moi plus tard ou pour mes collaborateurs, je sais à quoi sert cette étape de manière beaucoup plus rapide, plutôt que si je laisse la personne aller dans l'éditeur query, comprendre la requête et savoir ce qu'elle fait derrière. Moi, ça me permet d'être plus clair.
Euh, une autre partie sur laquelle il faut aussi passer du temps et bien nommer ces éléments, ce sont sur les colonnes, tout simplement. Là, c'est pareil. Quand vous allez changer vos données, ça va récupérer le nom des colonnes qui sont déjà flaguées dans les datas. Essayez de ne pas garder les noms, notamment tout ce qui va être non technique, parce que tout n'est pas toujours bien, correctement avec des noms très explicites. Là, l'idée, ce serait vraiment de renommer avec des termes précis, peut-être des noms des mêmes grammaires d'entreprise, et quelque chose qui fasse du sens et qu'on ne se retrouve pas, par exemple, avec des colonnes, un endroit, etc. Et le link, c'est du vécu. Il y en a qui conservent cette dénomination. Et quelques mois plus tard, je vous souhaite bonne chance pour savoir, enfin, pour retrouver ce que ça devait dire, parce qu'en fait, c'est totalement impossible. Si ce n'est que ça va vous demander du temps de replonger dans les données, savoir ce qu'il y a à l'intérieur, alors qu'il aurait été si simple de tout de suite la nommer correctement. Et effectivement, je ne vais pas dans le cas où vous allez peut-être avoir une situation où deux colonnes ou éléments qui sont assez proches. Ça arrive aussi parfois quand on fait un merge de tables dans Query, certaines données, certaines tables, deux fois une colonne qui a un nom similaire. Et là, pour le coup, c'est quasiment indétectable de savoir qui correspond à quoi. Donc, autant le mettre dans le préfixe, par exemple, le nom de la colonne, savoir de quelle colonne, de quelle table, pardon, elle est issue. Ce qui permettra de gagner du temps et pas juste faire un signe distinctif avec une cape pour que ça passe et que ça n'a pas le même nom. Et derrière, après, ça va être compliqué pour savoir où on en est. De la même manière, je vous conseille d'être assez soigneux sur la dénomination, l'utilisation de noms qu'on va utiliser pour les mesures étant des calculs qu'on va faire via des formules, DAX en l'occurrence. Il faut leur donner des noms. Et je conseille d'utiliser des termes extrêmement explicites et d'utiliser une logique de nommage et de s'y tenir. Toujours pareil, en fait, c'est que, quand des mesures, quand vous en avez 5, c'est hyper facile de se retrouver. Quand on en a 50, et ça arrive assez rapidement, beaucoup plus que ce qu'on croit, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Et d'autant plus si ce n'est pas vous qui les avez créés ou si vous les avez créés il y a plusieurs années et que, fatalement, et c'est normal, vous ne pouvez pas vous souvenir exactement de ce que vous avez fait. Quelques idées, je vous ai mis juste en dessous. Il y en a qui différencient. Alors, soit si c'est des mesures qui utilisent des agrégations chiffrées, d'utiliser le hashtag au début et à contrario du symbole des pourcentages pour tout ce qui est des pourcentages. Ou alors, je vous ai mis un autre exemple que j'ai aussi croisé, que je trouvais pas mal. C'était pareil de faire un préfixe avec le ND pour le nombre et le BCT pour pourcentage. Ça permet de gagner un petit peu de temps et de savoir, voilà, quand on cherche la mesure qui nous intéresse, et d'aller plus vite et d'être sûr d'utiliser la bonne. En fait, c'est surtout ça. Hein, c'est pas que gagner du temps, c'est aussi être efficace et être sûr qu'on n'utilise pas la médiane au lieu de la moyenne. Et enfin, dernier point sur toute cette partie grammaire et de examiner ces éléments, ça va être tout ce qui va concerner les images, parce qu'on va se retrouver parfois à utiliser des images qu'on va importer dans son rapport, soit pour les utiliser en fond de page, pour pouvoir travailler ces fonds. Il nous arrive de faire des JPEG quand on travaille sur PowerPoint, par exemple, ou alors par des pictos. Là, je vous ai mis un exemple sur un visuel que j'avais fait, en haut à droite du champ de date, il y a un petit picto infobulle. Et en fait, ce petit picto, il était utilisé à plusieurs endroits du rapport, et en fonction du fond des couleurs, je voulais qu'il s'adapte. Donc, j'avais plusieurs pictos, un qui était en bleu, un qui était en vert, un qui était en jaune. Et bien, en fait, tout ça, c'est pareil, il va falloir bien nommer ces éléments et que je ne mette pas juste l'icône infobulle, parce que quelle couleur il est, voilà. C'est autant de fois où je vais gagner du temps, où quand je vais devoir importer sur mon page, de tout de suite utiliser le mot, et que si une personne en a besoin autre que moi, que les choses soient bien organisées et bien nommées. Pareil pour les fonds de page, si j'ai qu'une page, c'est super facile, mais si mon rapport il en fait 20, de me faire fond de page 1, fond de page 2, ça ne va pas beaucoup m'aider. Alors que si je le fais correspondre au nom de la page, directement, je me facilite le travail. Là, typiquement, ce que je voulais vous montrer, c'est que sur ce rapport-là, c'est un fond de page externe qui est utilisé. C'est un montage qui est fait sur PowerPoint pour avoir les développements et les fonds bleus que vous voyez. Ça, typiquement, ce rapport-là avait plusieurs pages. Et en ayant nommé correctement les éléments, ça permet de sortir un peu plus vite. Et dernier point, c'est sur tout ce qui va être dimension de texte. Alors que là, c'est pas tant pour être bien organisé et être efficace, c'est plus dans une logique de décentrer utilisateur
Et on a tendance parfois, nous, en ayant la tête dans le guidon ou en constituant des rapports, que les choses soient évidentes et logiques. En réalité, l'objectif, c'est de se mettre dans quelqu'un qui est extérieur à ce que l'on fait, savoir est-ce que nos onglets portent un sens, est-ce qu'ils sont compréhensibles, est-ce que les titres des pages, les titres des visuels font sens. Parce que, et encore une fois, c'est des choses que j'ai croisées, c'est du global 1, du global 2, bah oui, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Enfin, il y a sûrement quelque chose de différenciant que l'on peut apporter en termes de sens. Donc voilà, soigner tous les éléments de texte, mais là, c'est davantage de être plus clair et pour faciliter la navigation côté utilisateur. Oui, V1, G2, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça ne veut rien dire. Ne pas reprendre le nom du rapport, oui, ça, c'est un défaut que je vois de manière assez récurrente. Tout simplement, parce que quand on va partager dans le service, on aura déjà en tête du rapport. Donc, reprendre le nom du rapport dans le titre, ça n'a pas d'utilité. Dans les pages, je veux dire. Et enfin, être précis, est-ce que c'est du récent, est-ce que c'est du détaillé, est-ce que c'est l'évolution, est-ce que c'est temporel, quel est l'axe d'analyse de la page en question, pour que ça soit le plus limpide possible. Donc ça, c'était plus sur la partie organisation. Il y a un autre point, qui était le deuxième point qu'on voulait mettre en avant sur les choses, les bonnes pratiques à faire, c'est tout ce qui va être de commenter et d'organiser son travail. Le fait d'organiser cet élément, c'est... Je n'ai pas fait un séquençage, mais bon, bref. L'idée, c'est d'être bienveillant avec son soi du futur et de placer des éléments pour que ça soit hyper facile à retrouver. Là, alors, ça n'a rien d'exhaustif, c'est la manière de moi tout à fait perso de comment je m'organise, chacun la sienne. Mais le message principal, c'est organiser vos éléments, mettez pas tout en photo dans un fichier global en disant « Ah oui, je rien trouverait bien ». Non, c'est faux, vous ne les trouvez pas. Typiquement, moi, je mets un premier dossier avec mes fichiers PBX dans lequel je subdivise entre les PBX de dev et les PBX de prod, pour que ça soit bien clair. J'ai un dossier source dans lequel je vais mettre tout ce qui va être iconographie. Je vous parlais tout à l'heure des petits pictos, je vais avoir un sous-dossier qui va correspondre, et un sous-dossier de fond de page, comme ça tout est bien organisé, tout est bien nommé. Et en fait, toute la partie suivi de projet, je vais mettre les specs que je vais recevoir, peut-être des échanges importants, des corrections, de recherche, que ce soit une Clio ou une veille, et voilà. Plus une partie logistique. Et le dernier, qui est un RIMI, alors ça, c'est dans ma vision idéale, c'est une petite notice de comment fonctionne le rapport, quelque chose d'assez rapide en fait, simplement si quelqu'un est amené à récupérer le projet et faire une notice par exemple. Bon après, je vais vous dire, tout ça a été, il n'est pas toujours rempli, mais voilà, c'est des canaux que je fais. Toujours dans la partie organisation, eh bien, on va pouvoir organiser ces requêtes dans la partie Power Query. Power Query qui est donc l'intuition de Power BI, qui est la partie où je connecte données et où je lui explique le traitement que je souhaite sur chacun de mes requêtes. En fait, par défaut, toutes les requêtes vont être dans un dossier pour autre requête, sans aucune distinction, si ce n'est par d'alphabétique, je crois, ou ordre d'arrivée, c'est le cas. Non, je pense que tu peux on peut les réorganiser en le glissant. Mais bon. Ouais, je ne sais pas. Voilà. Et là, c'est toujours pareil. Quand il y en a peu, c'est pratique. Quand il y en a beaucoup, c'est beaucoup plus le bazar. Et bien, tout ça, on peut l'organiser en fait dans des groupes, dans des sous-groupes, ce qui permet de classer les choses et que ce soit évidemment plus efficace. Quelques idées pour nous des groupes. Ça, pareil, c'est ce que je fais moi, mais il y a sûrement d'autres méthodes. Mais en tout cas, moi, je sépare les tableaux de fait des tableaux de dimension, déjà, comme les splits. Et si tant est que ce soit le cas et qu'on utilise, on peut distinguer des tables de source, si jamais on en fait dépendre des requêtes les unes des autres, ou des tables intermédiaires qui servent à faire des jointures, et bien on va carrément les identifier dans un dossier. Ça facilitera notamment toute la partie maintenance, quand il va falloir faire des modifications ou réécrire pour faire rajouter des étapes, etc. Plus on va diviser, réorganiser, plus ce sera facile. Et j'ai même vu des personnes qui faisaient, quand des tables avaient trop d'étapes, qui les subdivisaient pour que ça soit plus explicite par un morceau, que ça soit plus facile que quand la personne arrive et se tape les 45 étapes pour comprendre comment on arrive du début à la fin. Voilà. Le tout, c'est bien décortiqué. Et donc, sur cette partie-là, c'est de regrouper des tables qui ont du sens ensemble. Une partie ultra importante, et vraiment, c'est encore pas plus tard que la semaine dernière, je me suis remerciée le mois passé, il y a eu des commentaires dans son code, on peut le faire à plusieurs endroits dans son rapport, que ce soit dans Power Query à chaque étape ou global dans la requête. Ça permet notamment sur le panneau de droite des étapes appliquées de faire apparaître un infobulle
Et lorsqu'on va passer en survol avec la souris, on aura la phrase qu'on a écrite dans le commentaire. Et mon Dieu que c'est pratique, parce que du coup, on peut repréciser, de dire, bah, je me suis connecté à cette source, ou là, il y avait une erreur, donc je solutionne avec cette étape-là, etc. Pour pouvoir faire apparaître ça, il y a deux solutions. En fait, on se met dans le viseur Power Query. Et là, vous avez les deux méthodes en vert qui apparaissent. Soit je fais c'est assez classique dans le code, soit c'est sur une seule ligne et du coup, je fais deux symboles slash, ça me passe toute la ligne en commentaire. Soit j'ai envie de m'étaler un petit peu plus et auquel cas, je fais slash étoile. Et tout ce qui va être entre le slash étoile et l'étoile slash sera passé en commentaire directement. Et franchement, je ne peux que vous encourager à faire ça, même sur des formules derrière qui vont être un peu plus complexes. Ça permet donc d'apporter des précisions. Et plutôt que de repasser 5-10 minutes facile à savoir ce que fait le truc, et ben, on met une phrase au moins, c'est déjà beaucoup plus clair. Donc on peut le faire aussi là, la capture d'écran, c'est dans le DAX, donc directement pour prendre les mesures que j'évoquais tout à l'heure. Et pareil pour les colonnes calculées, évidemment, de dire qu'est-ce qu'on va chercher et où. Voilà, ça me facilite vraiment la vie. Dernier point, on va rajouter des commentaires dans Power BI. Ça va être à l'intérieur des tables. Quand on est dans la vue modélisation que vous avez montré tout à l'heure, Joël, il y a un panneau de propriété et il y a une classe qui s'appelle description. Et ben, c'est à tort parce que franchement, c'est hyper pratique, c'est un peu le feu, je trouve, parce que du coup, ça permet en 3 clics à la personne de comprendre pourquoi elle est utilisée. Alors d'ailleurs, on peut mettre ce qu'on veut. On pourrait y mettre du lien, quelle est la source de cette table, pourquoi elle a été utilisée. Moi, je le commande beaucoup, surtout sur les tables cachées que j'utilise soit en paramètres, soit en bridge pour éviter pour des choses au plus techniques, d'expliquer qu'est-ce qu'elle fait là et pourquoi on l'utilise. Et enfin, documenter son travail, c'est hyper important. C'est des tâches qu'on a tendance à dire, oui, je ferai à la fin quand tout sera terminé. Ben non, commencez déjà tout de suite parce que ça permet déjà que les choses soient fraîches. Parce que faire à la fin quand les choses sont beaucoup moins, c'est beaucoup plus complexe. Donc, que ce soit des specs techniques, des specs fonctionnels, ou alors, j'ai eu un troisième point, ce qu'on rêve assez souvent de faire simplement un PowerPoint hyper simplifié en disant, ben voilà, l'objectif du rapport, c'est ça, il s'adresse à telle personne, le modèle de données, et je fais une capture. Quelles sont les principales sources? En termes de maintenance, qu'est-ce qu'il y a besoin de faire? Comment fonctionne l'actualisation? On n'est pas dans l'ultra détaillé et dans l'idéal de l'aspect technique fonctionnel, mais au moins, ça permet à une personne qui arrive sur le projet, en moins de 10 slides, de savoir comment fonctionne l'outil et comment on peut mettre une main dedans pour pouvoir faire une modification, et surtout comment le projet peut tourner sans vous, en fait, puisque c'est l'objectif. Troisième point, la suppression des champs inutiles. On a tendance, quand on débute, à se connecter à une table une source de données ou un fichier Excel, et à remonter toutes les colonnes et à se dire, on ne sait pas dans le rapport si on va les utiliser ou pas, donc on les garde au cas où. Ce qu'il y a, c'est que ça prend de la place en mémoire, que c'est vos temps de chargement sont ralentis, etc., alors que vous pouvez les supprimer et revenir ensuite sur cette étape si jamais vous avez un guet dedans. Donc, il y a deux objectifs. Le premier objectif, c'est un gain de performance, à la fois des chargements des données et puis du stockage en mémoire. Donc, si j'ai une colonne que je n'affiche pas et que je n'exploite pas dans mon rapport, je la supprime purement et simplement avec une étape appliquée. Second objectif, c'est la lisibilité. On va avoir des colonnes qui sont purement techniques, qui permettent justement de faire les relations entre les tables. Ce n'est pas la peine qu'elles soient affichées dans le panneau des champs, parce que vous aurez des tables avec une vingtaine, une trentaine, une quarantaine de colonnes. Si vous retirez systématiquement ces champs qui sont des champs purement techniques, vous les masquez au lieu de les supprimer, parce qu'ils sont utilisés dans les relations. Dans ce cas-là, vous gagnez en lisibilité, en performance, et donc vous allez gagner sur tous les tables. Ça peut être pour le 4. Alors, sur point 4, en fait, on voulait aborder toute la partie construction de page et rapport cohérent. Là, l'idée, c'était plus sur l'aspect esthétique et ergonomique du rapport. Quelques petits tips qui peuvent être intéressants. Le premier, c'est d'utiliser la charte fixe. Si vous êtes en entreprise, vous en avez forcément une. Si vous le faites pour un prestataire, pour un client, ils en ont forcément une aussi. Ça vous permet de récupérer tout ce qui va être palette de couleurs, notamment, quelles typographies sont utilisées, et ça va surtout vous permettre de réaliser un rapport qui va s'inscrire dans les supports de l'entreprise et que ça soit uniforme et cohérent et que c'est du sens.
le deuxième point qu'on pouvait vous donner comme conseil, si jamais vous n'avez pas de chat graphique et que vous partez from scratch, notamment sur la palette des couleurs, il y a un site super qui s'appelle Colors qui vous propose déjà des palettes faites avec des couleurs qui fonctionnent bien ensemble. Et c'est un site qui est assez génial parce qu'on peut récupérer carrément les références des couleurs directement pour pouvoir les plugger dans Power BI, juste avec les refs. Et ça, c'est assez chouette parce que faire une palette qui fonctionne bien ensemble, c'est pas si évident que ça en réalité. Et là, elles sont déjà toutes prêtes pour être utilisées. C'est le top. Troisième point important, c'est d'essayer d'être vigilant aux alignements et regroupements de visuels. Tout ce qui va, en fait, toujours pareil, être centré utilisateur, que la lecture soit facile, que les choses aient du sens. En fait, plus vos visuels vont être proches les uns des autres, plus ça va sous-entendre qu'ils ont un sens et qu'elles expriment quelque chose de global. Gardez ça en tête, que des visuels proches dans la lecture de l'utilisateur, c'est que ça va ensemble. Et des fois, ça peut perdre l'utilisateur si vous mettez des choses qui n'ont soit pas les mêmes échelles de temps, soit voilà. Faites attention, parce que quand les choses sont rapprochées, en fait, elles ont du sens ensemble, tout simplement. Et que le confort de lecture est extrêmement lié à l'alignement des visuels, au fait que les choses soient organisées et droites. Voilà, souvent quand on a des choses un peu décalées, ça drôle le message et le regard se perd. Donc ça fait partie des petits tips importants pour que ça soit agréable pour l'utilisateur. Autre point, c'est soigner tout ce qui va être interactivité, donc regrouper les boutons au même endroit, les filtres. Là, je parlais des boutons, mais ça concerne aussi les filtres. N'éparpillez pas les filtres partout sur la page, regroupez-les soit dans la barre du haut, soit souvent on fait un volet sur la partie gauche. C'est souvent au même endroit, mais c'est parce que ça fait sens, c'est parce qu'il y a des habitudes des utilisateurs qui sont faites pour capitaliser dessus. Et n'ayez pas peur du vide, laissez de l'espace pour le confort de lecture, ne faites pas taper les visuels les uns entre les autres, même s'il y a de l'espace et que ça vous choque au départ. Et en fait, c'est plus confortable pour l'utilisateur, encore une fois, pour lire vos données et analyser vos graphiques, plutôt que s'ils sont tassés les uns sur les autres. C'est moins confort. Et la partie hiérarchie, je l'ai mis en dernier, mais en fait, c'est quasiment le plus important. C'est créer des hiérarchies d'informations. Ne mettez pas tout au même niveau. Quand je dis tout au même niveau, c'est tout avec le même traitement, sur le même fond, avec les mêmes dimensions. Il faut en fait accompagner l'utilisateur pour lui dire, voilà, ça, c'est les chiffres les plus importants. Et je vais peut-être les mettre en plus gros avec un fond de couleur pour le réussir. Est-ce qu'il faut que tout de suite, quand il arrive, je veux qu'il voit ça. Ensuite, en deuxième niveau, je veux qu'il voit ça. Et en troisième, avec un niveau de détail, je voudrais qu'il voit ça. Pensez là, qu'est-ce que vous voulez mettre en premier et faites votre rapport en fonction. Là, je suis allée extrêmement vite, mais nous avons fait une session avec Joël qui est ultra intéressante. Et dont il y a le lien directement sur la slide où on détaille tout ça. C'est hyper important pour pouvoir faire un rapport redesigné. Voilà, merci. Cinquième bout qu'on voulait aborder, c'est toute la partie automatisation. Parce que souvent, on est très excité à l'idée d'analyser ces données de façon un peu hyper rapidement. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'objectif final, c'est de ne plus rien faire manuellement, que ce soit la partie extraction de données, l'actualisation, ce qui va être notification, c'est que tout le projet va devoir tourner tout seul. Quand je vous parle de la partie extraction des données, c'est ne pluguez pas un rapport sur vos données en local ou sur vos propres SharePoint, parce que dès qu'on dit la plus ça va plus fonctionner. Ça ne va pas pouvoir être utilisé par vos collaborateurs. Bref, ça perd tout le sens de ce qu'on est en train de mettre en place. Donc, hébergez vos données sur le OneDrive, sur SharePoint, global, toute votre solution, mais qui puisse accéder aux données sans que vous ayez besoin d'être là. Programmer l'actualisation directement du rapport, ça, ce sera sur la partie service. Mais vous allez pouvoir programmer à quel jour, à quelle heure les données vont pouvoir se rafraîchir. Et vous allez même pouvoir mettre en place une notification en fonction de critères qui sera important pour vous. Par exemple, si tel KPI dépasse tel seuil, je vais recevoir un mail, et bien, vous allez pouvoir programmer ça, ou même recevoir, par exemple, tous les jours une page de rapport. C'est tout à fait possible via les abonnements directement sur le service. On ne rentre pas forcément dans le détail de comment mettre ça en place. Gardez-le en tête que c'est possible. Je pense que ce sera essentiel. Maintenant, c'est encore moi. Pour le premier don, on va un petit peu accélérer. Ouais. Dans les dons, l'un des premiers écueils et qu'on voit souvent, c'est de ne pas typer ces données. Et le premier truc qu'on me dit, quand je parle de ça, on me dit, mais oui, mais ça marche quand même. Mais c'est pas bien. C'est pas bien, tout un tas de raisons. La première, c'est que c'est une source importante d'erreurs. Par exemple, là, vous avez sur une collège de code postal où on ne précise pas le typage des données. C'est pas forcément pour ces exemples-là qu'on vient en venir, mais le fait de ne pas les typer, vous allez les trimballer comme ça au fur et à mesure dans votre rapport, et il y a des croisements que vous allez vouloir faire et qu'à un moment donné, ce ne sera pas possible,
parce que vous n'avez pas dit à Power BI qu'est-ce que vous êtes en train de manipuler. Donc, si je veux lui demander de faire un chiffre d'affaires plus, enfin moins, je sais pas, une marge, enfin, plus une marge, et que je ne lui dis pas que je manipule des chiffres, il ne le fera pas, tout simplement. Donc ça, c'est une bonne pratique à prendre dès le départ sur toutes les colonnes, même si vous envoie les 35, je ne veux rien savoir, vous les prenez une après l'autre et vous les typez, vous les faites une seule fois, cette manipulation-là, et au moins vous êtes tranquille. Des fichiers data où on utilise, je pense, trois principaux, le texte et le booléen, et encore. Voilà, c'est encore une fois, c'est se garantir de travailler correctement et je ne veux pas être source d'erreur sur plus tard. Pour le changer, c'est pareil, il y a plusieurs méthodes. Le plus simple est de prendre le bouton en haut à gauche de chacune des colonnes pour pouvoir changer le type. Et une notion qui était importante, c'était que ce n'est pas uniquement parce qu'il y a des chiffres à l'intérieur de ma colonne que c'est une colonne de chiffres. L'exemple le plus parlant étant celui-ci sur une colonne d'année, eh ben, c'est des chiffres, mais je n'ai aucun intérêt à lui dire que ce sont des chiffres parce que derrière, je ne vais pas la manipuler. Je ne vais pas faire de moyenne d'années, je ne vais pas faire des additions d'années. Donc, autant typer en texte parce qu'à un moment donné, je n'aurai pas besoin de faire aucune manipulation mathématique dessus. Voilà, le typage des données, c'est qu'est-ce que je vais en faire derrière. Ce n'est pas juste strictement qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la colonne. Très habile transition. C'est magique. Le deuxième point à ne pas faire, c'est laisser les agrégations par défaut. Alors, le terme agrégation n'est pas utilisé en Power BI Desktop. J'utilise un autre terme. Mais agrégation, c'est pour toutes les données qui sont typées de type numérique. C'est justement le fait automatiquement que Power BI propose d'en faire des sommes et d'éventuellement basculer ça en moyenne, min, max, etc. Donc, c'est représenté par un petit sigma qui ne veut pas forcément dire qu'on a une somme, d'ailleurs. Et pourquoi c'est pas bien? L'exemple que vient de donner Christine, si on a des années, ça n'a aucun sens de les sommer ou de faire des moyennes. Pareil, là, on a j'ai cerclé de rouge des choses qui n'ont aucun sens, par exemple des clés unitaires, il n'a aucun sens de faire des moyennes ou des sommets. Des clés techniques, ça n'a aucun sens de les sommer, des années, ça n'a aucun sens. À la limite, on va vous dire, si j'ai des quantités de cercle ouvert, c'est bien que Power BI fasse le boulot pour moi, mais derrière, si quelqu'un passe sur le rapport et fait des modifications sur ce mode d'agrégation, vous ne savez pas s'il est passé d'une somme à une moyenne, etc. Et vous allez utiliser ce champ sans le savoir. Donc, l'idée c'est vrai que là aussi, c'est assez rébarbatif, il faut passer partout. Le principe, c'est d'éviter d'avoir ce qu'on a sur le schéma de droite, mais d'avoir plutôt ce qu'on a sur le schéma de gauche. Et pour faire ça, il faut effectivement supprimer l'agrégation, dire sur le champ, le mettre en ne pas résumer, c'est résumer, c'est le terme qui est utilisé. Et ensuite, créer une mesure en langage DAX, sachant qu'on est sur des mesures très simples. Je sais que le langage DAX fait un petit peu peur au début. On est sur des mesures correspondant à la fonction SUM, SUM, ou à l'application de la fonction average, avec le nom de la colonne. Et c'est assez simple de créer une mesure et de la réussir. Point crucial, je vais être très bref là-dessus, mais c'est un point hyper important. Il y a des querelles de clocher là-dessus. Ne laissez pas Power BI vous proposer des tables de dates, des tables de calendrier, parce qu'il le fait, c'est-à-dire chaque fois que vous avez des dates quelque part, c'est indiqué par cette petite option. Si cette option bedtime auto est cochée, ça veut dire que Power BI va automatiquement vous créer des tables. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il va vous créer les calendriers, comme ce magnifique calendrier des PTT de notre âge. Mais c'est un petit peu la même chose. Si vous avez une table de commande comme celle-ci, et que vous avez 3 dates, pour chaque date, il va créer, pour toutes les dates possibles de votre modèle de données, il va créer une table à part avec des enregistrements pour chacune des dates, pour vous gérer derrière les hiérarchies, etc. S'il y a une seconde date, il crée une seconde table de dates, etc. Sauf qu'il ne vous le montre pas. Donc, il vous facilite la vie. Votre vie, elle va être facilitée. Effectivement, vous allez avoir 3 tables de calendrier et vous n'aurez pas à les gérer. Ça va prendre 3 fois plus de taille en mémoire. Ça peut avoir un sens monstrueux, mais ça va prendre de la place. Imaginez que dans les dates, vous ayez des dates qui soient des dates de naissance. Vous n'avez aucun intérêt à avoir, vous trimballer une table calendrier d'une date de naissance. Et pourtant, Power BI va la créer pour vous. Donc ça, c'est un premier cas où on peut éviter la table calendrier. Second cas qui n'est absolument pas possible de résoudre avec ce système-là. Si vous voulez afficher un histogramme et avoir
dans l'axe des X vos dates et d'avoir deux colonnes, vos commandes et versus vos factures sur la même période. Avec ce modèle-là, vous ne pouvez pas. Il faut que vous gériez votre propre table de calendrier. Pour ça, alors, il y a plein de méthodes. Je vous laisserai voir sur Internet les différentes méthodes. On vous a mis quelques liens. Première chose, il faut désactiver la fonction de Time Intelligence Auto. Et seconde chose importante, vous allez chercher sur le net des scripts qui existent, soit côté Power Query, soit côté modèle DAX, pour créer automatiquement une table de calendrier à partir de vos données. Là, j'ai mis l'exemple de mon camarade Arnaud Gastelum qui propose un script utilisable en Power Query. Puis, si vous voulez des scripts plus complets, la référence, c'est Rezarad de Radacad qui propose le même script en DAX d'un côté et en Power Query de l'autre. Les relations, point assez important. Vous avez vu que les relations entre les tables, ces relations sont en fait des relations de filtre. Donc, typiquement, si je fais un zoom sur certaines de ces relations, chaque fois que vous allez relier deux tables entre elles, c'est par un champ, et il va y avoir deux éléments dans la relation. La cardinalité, donc le nombre de fois qu'on va retrouver la même valeur de part et d'autre de la relation, sur le champ, et le sens de filtre, qui peut être dans un sens ou bidirectionnel. Pourquoi c'est un problème quand il y a un sens de filtre? C'est que on va avoir une complexification et des pertes de performance, en termes de performance, pour gérer cette relation. Donc, comment ça va se passer? L'idéal, ça serait évidemment qu'on arrive avec un modèle 1 étoile et avec un filtre à un seul sens. Comment ça se passe? Exemple, si on est dans l'exemple classique du plat de spaghetti, donc on va avoir des relations en double sens, on va avoir du étoile-étoile. Donc en gros, si je prends une table de filtres, mes filtres, ils vont passer dans le sens des relations, ils vont traverser les tables. Donc j'ai en gros ici une table qui va filtrer 3 tables. Si je prends une autre table, elle va filtrer 3 tables en remontant. Donc en gros, j'ai une espèce de passoire géante. Plus je vais rajouter des tables, moins je vais maîtriser dans le futur ce que va faire mon modèle, d'avoir des anomalies, des choses qui ne vont pas. Alors que si j'applique un modèle, un principe assez propre qu'on retrouve dans la littérature et dans les recherches Google sous le nom de modèle en étoile, c'est-à-dire que tous mes éléments, ce qu'on appelle les tables de fait, les commandes, les factures par exemple, je les mets au centre de l'étoile et les branches, ce sera mes axes d'analyse, les tables de dimension. Dans ce cas-là, mes sens de filtre, ils partent des branches et ils arrivent au cœur. Il n'y en a aucun qui se croise. Il y a plein de principes, on a aplati, dimension, etc. C'est beaucoup de boulot pour un débutant, mais ça en vaut la peine pour plus tard. Donc en gros, on passe de ce superbe plat de spaghetti où on risque de s'en foutre un petit peu partout sur la frise à ceci qui a un petit peu plus d'allure. Dernier point dans les dents, c'est dans le service. On passe dans le service, une fois qu'on a fait son rapport, il faut le partager. Il y a plusieurs moyens de le partager et il y a plusieurs façons de partager en individuel ou en groupé. En gros, j'ai pris l'exemple ici d'une application qui est partagée individuellement à Christine et Joël. Si vous faites ce mode de partage-là, individuellement, chacun des rapports, et si vous avez plusieurs rapports à partager avec Christine, le jour où vous ne pouvez plus partager avec Christine, mais vous voulez partager avec quelqu'un d'autre, vous allez passer sur chacun des rapports dans le service. Ça va être un temps fou, vous allez en oublier la moitié, etc. La bonne pratique, c'est de passer par des groupes. On a la possibilité de créer des groupes Office 365. Je crée un groupe Office 365, ça peut être une équipe Teams d'ailleurs. Je mets des personnes dedans. Je vais les gérer côté identité, en quelque sorte. Je vais pouvoir les lever et les remettre dans ce groupe. Et j'affecte le partage à ce groupe uniquement. Donc, je sépare la gestion des identités des droits de partage sur la rapport. Ça permet notamment de se charger de toute la partie les personnes changent de service. Exactement. Parce que c'est pas juste pour la personne qui est l'entreprise, elle n'a plus accès. Et si je change d'équipe et que je ne suis plus censé avoir accès à ces rapports-là, c'est de gérer par des groupes, c'est grandement prendre en charge toute cette partie-là. Exactement. Plutôt que de le faire nominativement sur quelques
Le partage des rapports, en fait, juste pour un débutant, c'est un petit peu un piège parce qu'il y a 3 modes de partage. Il y a soit on donne accès directement à l'espace de travail dans lequel est hébergé le rapport, soit on partage dans ce qu'on appelle une application qui est en gros, en simplifié, un package d'un ensemble de rapports de l'espace de travail, soit on partage directement le rapport. On a plusieurs méthodes. Nous, on a du Treco. Il y a des cas de figure où on est plus en self-service BI, où on va plus aller sur le partage direct. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est les risques de chacun des modes de partage. Si on prend le premier mode de partage, l'espace de travail, c'est en gros comme si vous disiez je prête un bouquin à un ami, mais du coup, je lui passe les clés de l'appartement pour qu'il aille le chercher dans ma chambre. Donc, en gros, il a accès à tout. Il peut faire ce qu'il veut. C'est des partages en lecture seule, hein, c'est des choses qui sont bien faites. Mais il voit tout ce qu'il y a à côté. Donc, les versions de travail des autres rapports, de nouveaux rapports qui sont peut-être pas destinés à lui-même, etc., etc. Donc, c'est des droits trop ouverts. Second système, le système qui est le plus utilisé, souvent, c'est le partage direct, avec l'inconvénient que je disais tout à l'heure avec les groupes, c'est que si vous partagez directement, il faut passer sur chacun des rapports pour savoir avec qui vous avez partagé. Du coup, c'est le modèle le plus fermé. Le modèle entre deux qui est à préconiser et à privilégier, c'est l'accès à l'application, c'est-à-dire on définit un auditoire pour un sous-ensemble de rapports, et on va faire le partage via ce mode-là. On sépare un petit peu la partie administration des rapports, et à la limite, on peut donner des droits à quelqu'un qui va gérer ces mises à jour d'application. Donc, en résumé, on vous a repris sur les slides les 5 points et 5 points qu'on va traiter. Très rapidement, on avait un dernier point, dernier sujet qu'on va faire en speed. Oui. À traiter, c'était la problématique du débutant. J'ai un bug, que dois-je faire? Donc, première chose, effectivement, ça va vous énerver. Le bug, sur Power BI, il est très, très, très agaçant. Vous pouvez l'avoir, en fait, vous avez 2 types de sources d'erreur, vous pouvez l'avoir à 2 endroits. Vous êtes en train de faire une préparation de données dans mon PowerPoint, donc vous voyez directement dans l'échantillon de données que vous avez déjà des erreurs apparaître, donc c'est les petits erreurs qui vont apparaître. Deuxième cas de figure, le plus agaçant pour vous, c'est vous avez chargé votre échantillon, ça marche, vous actualisez vos données, ou pire, vous êtes en production et 2 jours après, il y a des données qui se chargent et qui font planter le rapport. Donc, c'est à l'actualisation des données. Là, effectivement, vous avez la pression parce que c'est en prod et il faut débugger. Oui, je passe le slide. Point important sur la gestion des erreurs, alors c'est de garder en tête qu'en fait, ce n'est pas une exception. Quasiment, je pense, les 2 tiers de notre travail après au quotidien, c'est de gérer les bugs. On ne peut pas passer en mode panique et c'est juste normal que ça arrive. Les 3 petits conseils que je pourrais donner, c'est de travailler idéalement sur un doublon de son dossier et ou de sa page, déjà pour se sentir à l'aise de tout casser, mais de se dire aussi que si on a tout cassé, on a une version de secours qui correspond à celle qui était en ligne. Parce qu'une fois qu'on a tout détricoté, parfois c'est difficile de relever. Voilà. Donc, bon, voilà. Et de sa page, c'est pareil. Voilà, de supprimer des visuels, voilà, ça va changer les interactions, etc. N'hésitez pas à travailler sur un doublon pour remonter à la source du problème. Travailler plutôt sur des visuels tabulatrices plutôt que sur des visuels type histogramme ou camembert, simplement parce que les erreurs vont sauter facilement au nez et ça va être plus facile de comparer certains chiffres au regard sur ce type de visuel. Ça fait peut-être pas sens tout de suite, mais un jour vous y penserez et ça vous servira. Et je serai content. Et enfin, la dernière stratégie, c'est de décomposer et d'isoler le problème parce que le message de Power BI n'est toujours pas extrêmement limpide. Et l'idée, là, ça va être de réduire déjà pour savoir quelle table pose problème, quelle colonne, quel champ, dans quelle situation, alors avec quelle relation de notre table. Ça va être de réduire. Si c'est une mesure, de décomposer ce que j'utilise à l'intérieur jusqu'à arriver à trouver l'élément qui nous pose souci. Donc, dans la partie préparation de données, ce qu'on risque d'avoir, c'est effectivement ces messages error. Alors, le réflexe du débutant, c'est de cliquer sur le lien. C'est un lien vers error qui indique le détail de la donnée. Sauf que si vous cliquez sur le lien, c'est-à-dire vous créez une nouvelle étape à cliquer qui va aller vers error. Donc, il faut cliquer juste à côté pour voir le détail de cette information. Et donc là, c'est plus impactant.
Alors, oui, ça, c'était dans le petit pop-up que vous pouvez avoir lors de l'actualisation des données. En fait, il fait toute une liste en disant que toutes les tables plantes, en réalité, sur toute la liste, vous avez le même message sur toutes les tables, sauf sur une qui est en fait celle qui lui pose vraiment souci. Donc, c'est celle-là qu'il faut aller chercher. Ne paniquez pas quand il va vous mettre le message d'erreur voilà, sur l'entièreté de vos tables. Toutes ne sont pas en bug. Il faut chercher le message qui est différent sur l'une d'entre elles. Et c'est là qu'il va falloir commencer à remonter votre enquête. Autre piège, lorsque Power BI fait bien le boulot, il vous crée, quand il y a un pointage d'actualisation, il vous crée une requête d'erreur. Donc, cette requête d'erreur, c'est pour ça que je vous ai mis le diagramme. En fait, on pense que c'est une requête à part. Déjà, on pense que c'est là qu'il faut corriger l'erreur. En fait, c'est une requête qui pointe sur la requête qui est en erreur. Et l'erreur, il faut la corriger dans la requête initiale. Sinon, ça ne marche pas. Donc, il faut pointer sur la requête au-dessus. Et malheureusement, une fois que vous avez corrigé l'erreur, il n'y a plus de ligne dans la requête en erreur, et il faut nettoyer, parce que Power BI ne fait pas le boulot lui-même. Donc, il faut supprimer le groupe qui l'a créé. Quand on est en phase de bug et qu'on ne sait pas qu'il y a un problème où on commence à sortir, on peut passer sur la partie recherche web parce qu'il y a forcément quelqu'un qui s'est trouvé dans la même situation. C'est évident. En tout premier, privilégier la documentation de Microsoft. Elle est verbeuse, elle est longue, elle est dense, mais elle contient énormément d'informations. Il y a de grandes chances que vous trouviez la solution à l'intérieur. Vraiment, réflexe numéro 1, c'est la documentation officielle. Après, on a tout un tas d'autres outils sur Internet, notamment Photomarfo ou d'autres blogs, etc. C'est comme partout, il y a à boire et à manger. Regardez surtout en fait de quand datent les commentaires, parce que c'est un outil qui évolue très très vite, parce qu'il était valable il y a 1 ou 2 ans, n'est pas forcément d'actualité aujourd'hui. Voilà, mais après, il faut un peu faire son marché et attention à ces différentes sources. Oui. Mais généralement, on arrive entre les forums et la documentation à trouver des personnes qui sont trouvées dans le même cas, y compris en faisant la recherche avec le message d'erreur précis que vous mettez dans Power BI. Ne tapez pas des requêtes qui sont trop larges. Voilà, si vous êtes dans un cas très précis, récupérez même le message d'erreur de Power BI en tapant dans la vidéo. Ça permet de gagner. Et la build transition, dans la communauté, n'hésitez pas à chercher donc, sur les forums, sur le club Power BI notamment, sur LinkedIn. Et ce que nous voulons vous donner en conclusion, c'est vous proposer justement un certain nombre de chaînes YouTube ou de comptes LinkedIn à suivre. La particularité, alors c'est une liste forcément subjective. Le point commun de tous ces gens-là, c'est des personnes qui font du contenu prévu pour être compris par un débutant et qui font un gros effort dans ce sens-là. Donc, c'est pas forcément les sites les plus connus, notamment, on est d'accord avec Christine sur Power BI, qui à mon sens est trop méconnu et qui est disponible à la fois qui fait des supports de très très grande qualité sur YouTube, sur Instagram et sur TikTok. Il sera forcément un certain réseau, mais il y a des suivre avec des tips hyper intéressants. Et effectivement, dans le cœur pour aborder. Il faut trouver le bon contenu, le bon média qui compare, que ce soit en vidéo, sur LinkedIn, des fois. LinkedIn, ça peut être pas mal pour avoir des infos un peu récurrentes sur les nouveautés, etc. Et c'est subjectif, mais ces gens sont vachement bien. Peu de l'anglais, par contre. Non, sur LinkedIn, les 3 premiers sont français. Ah ouais. Alexandre, Benjamin et Yann sont franco-français. Il n'y a que Maria Perrin qui est anglais. C'est bon. Les slides ont bien terminé. C'est bon. Merci. Merci. Merci beaucoup.